Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Gilles Coulet. Gilles est artiste et pédagogue. Il est le fondateur de la compagnie Le Corps Sauvage, qu'il dirige depuis 40 ans. Il a de nombreuses créations à son actif, toutes basées sur la primordialité de l'être et la recherche constante de l'énergie vitale et ancestrale qui nous traverse et nous anime. Son travail, c'est d'être au service des arts vivants et d'incarner l'essence de l'être. Bonjour Gilles, Bonjour, vous allez bien? ça va très 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 bien, oui. Eh ben, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre travail et du travail de la compagnie Le Corps Sauvage. Avant qu'on Merci. rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander si vous étiez un livre, quel livre vous seriez? Alors, moi je suis très très branché sur les Amérindiens, donc il y a un livre qui est passionnant, c'est les 100 premières années de Nino Cochise. En fait, il raconte tout son parcours et on voit tout le parcours des Amérindiens. Donc c'est très très intéressant comment ils vivent, les rapports qu'ils ont, enfin l'entraide, enfin, les relations avec les éléments, avec les gens. Voilà, donc ça, ce livre est très très fort pour moi. Si vous étiez un film, Ah, un film? Ah bah, ça vous verrez, hein, mais la danse avec les loups. ok. Si vous étiez une époque, Alors, une époque où il y avait encore des peuples qui vivaient en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec les éléments, où il y avait vraiment une fraternité. Donc, je sais pas, peut-être ces peuples, il y a 3 siècles, peut-être avant que Christophe Colomb arrive, et nous, avec nos belles paroles, oui, peut-être ça. si vous étiez une devise, Alors une devise, ça va vous faire sourire parce que je suis toujours amérindien. Il y a un chef Cherokee qui dit, écoute, sinon ta langue te rendra sourd. Donc pour moi, ça explique, ça donne du travail pour les improvisations, pour la musique, pour le rapport avec les autres, pour tant de choses. Voilà. enfin, si vous étiez une créature légendaire, une créature amérindienne peut-être, Ouais, je sais pas trop, je saurais pas trop dire, mais moi, je suis un petit peu fleur bleue, enfin pas fleur bleue, mais par exemple, je pense à Robin des Bois ou Zorro, quoi, qui défend les pauvres et qui fait la justice, quoi, qui remet les choses en place, quoi. Voilà. alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander déjà pourquoi avoir créé le corps sauvage, c'était quoi la démarche au départ et c'est quoi la démarche aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Oui, mais elle se raffermit, disons. Il y a beaucoup de choses qui se croisent, hein. Disons que quand j'étais tout petit, mes parents faisaient énormément de camping sauvage. Et donc, n'ayant pas les moyens, ce qu'ils faisaient, ils allaient à Fontainebleau le week-end, aller dans la forêt, faire de la varap sur les rochers, etc. Et ils ont fait ça pendant très très longtemps. Donc ça veut dire que moi, à l'âge de 3 mois, j'étais dans la forêt de Fontainebleau, mais le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Donc il y avait 3 nuits par semaine, j'étais dans la forêt, à l'âge de 3 mois. Et ça jusqu'à 14, 15, 16 ans, je ne me rappelle plus. Donc certainement, ça m'a imprégné, d'une part. D'autre part, j'ai j'ai fait beaucoup de sport et j'avais un très grand besoin, que j'ai toujours d'ailleurs, un très grand besoin de mouvement, d'énergie, de tout ça. Et donc petit à petit, instinctivement, je pense, je suis passé de la compétition au geste, à l'acrobatie, au théâtre gestuel, à la danse, à tout ça, quoi.
Je pense que instinctivement, ça me branchait pas trop d'être le premier, d'être le plus fort, mais que j'ai dans l'artistique, j'ai trouvé autre chose, mais où il y avait toujours cette dynamique. Donc, j'ai toujours travaillé sur des techniques avec des profs, disons, qui avaient, qui travaillaient beaucoup sur l'énergie, quoi. Et donc, sur l'énergie un peu primordiale. Avant la parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pied qui touche à terre et il y a une énergie qui passe dans le pied. Euh, Avant la danse, il y a une pulsation cardiaque, il y a un tempo. Donc, j'ai toujours travaillé avec des gens avec la voix, par exemple, le Reinhardt. Euh, il y a le chant, il y a les notes et tout ça, mais avant ça, il y a le corps avec sa respiration et sa production vocale. Donc, je me suis toujours retrouvé avec des choses qui se relient. Et donc, voilà, on est arrivé au corps sauvage. Voilà. C'était une compagnie du coup dans laquelle au départ vous étiez, enfin vous êtes le metteur en scène, vous êtes également comédien. Comment est-ce que ça s'est conçu Oui, bah c'est même presque tragique parce que je suis pas du tout doué pour la public relation. Alors donc, en fait, ma compagnie, bon, j'ai des amis, des collaborateurs, mais je suis le créateur, le chorégraphe, le technicien lumière, le costumier, celui qui fait les affiches, celui qui fait les mails. Et voilà, donc je fais tout. Donc c'est intéressant d'un côté, mais il faudrait arriver à dispatcher, avoir des collaborateurs que ça, je n'ai pas trop, je sais pas faire, quoi. Je sais pas faire comment aller à Avignon, comment prendre des contacts. Je suis resté un peu trop dans la forêt, disons, on va dire comme ça. Donc je suis bien dans ma grotte. Mais en fait, j'ai vu que dans ce métier, il faut sortir un peu, faut descendre de son arbre, quoi. Voilà. Pourtant, ça fait 40 ans que vous le faites, ce métier, donc j'imagine que quand même vous avez un rapport déjà au public. Enfin, il y a quelque chose qui a tenu dans la durée. Comment est-ce que ça s'est construit, votre parcours comme ça? Bah, parce que je suis lion, ascendant lion. Alors peut-être que ma proie, je la lâche pas comme ça. Et non, j'ai beaucoup travaillé en Italie. Et donc, en Italie, les Italiens sont très affectifs. Il y a beaucoup de rapports affectifs. Donc là, je me retrouve plus. Mais aller faire des démarches dans des institutions, dans des choses comme ça, c'est très difficile pour moi. Mais dans le relationnel, à travers le relationnel, j'arrive à faire ça. Et puis quand j'étais en Italie, j'étais avec un de mes professeurs qui s'appelle Yves Le Breton, qui m'a dit, bah, viens avec moi, on va faire un film sur la technique, et puis déjà, tu seras assistant avec moi, etc. Donc, j'ai pu me présenter en Italie comme assistant de Yves Le Breton. Donc ça m'a ouvert un peu de porte, et puis petit à petit, bon, bah, je me suis fait connaître comme ça, quoi, voilà. Votre univers à vous, aujourd'hui, vous le décririez comment? J'ai vu sur votre site que vous parliez d'un quelque part entre théâtre et danse. C'est Oui. vraiment ça que vous cherchez, c'est cet entre-deux? Oui, enfin, parce que tout est relié. Enfin, par exemple, j'ai passé un peu de temps en Haïti parce que j'ai un autre professeur, Ernst Duplan, qui est haïtien. J'ai été en Haïti avec lui. J'ai été un peu allé approfondir les rites vaudous, enfin tous ces gens-là. Et dans le spectacle ou même dans la vie, ces gens, ils ont pas de séparation. On chante, on danse, on parle, on fait l'amour, enfin, c'est un tout. Il n'y a pas, ça c'est de la danse, ça c'est du théâtre, ça, et justement, moi j'ai un peu des difficultés à me présenter. Maintenant, on commence à parler du théâtre gestuel, du body théâtre, mais c'est un peu compliqué de dire oui, c'est de la danse, mais pas, c'est pas de la danse. Oui, c'est du mime, mais c'est pas du mime. Oui, c'est du théâtre, oui, mais c'est pas du théâtre. Alors Mm. voilà. Ouais. Donc Ouais. voilà comment je me retrouve, quoi. Mm. Vous dites que le corps, enfin en tout cas vous écrivez sur votre site que le corps porte la mémoire de notre évolution. En quoi est-ce qu'il porte cette mémoire et comment est-ce que ça se retranscrit sur scène? Eh ben, je pense, il y a aussi beaucoup de Japonais de danse Buto qui ont un peu cette théorie, c'est que dans notre corps, pour ça que je travaille beaucoup sur la colonne vertébrale, on a le cerveau reptilien et à l'autre bout le coccyx, qui est notre vieille queue de dinosaures, de tout ça, et on vient de tout ça, et tout ça c'est imprimé.
dans nos chromosomes, dans nos cellules. Quelque part, ou si vous voyez comment un fœtus, la forme qu'il a, on est vraiment sur ce primitif. Donc je pense que en allant travailler, voilà, moi, je parle au niveau de la technique, par exemple, de travailler beaucoup sur la colonne vertébrale, on réveille un peu tous ces, comment je l'appellerais, ce dinosaure qui est en nous, quoi. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher, dans ce dinosaure, on va dire, la, comment dire, la parole. Enfin, par exemple, quand je travaille avec des acteurs, je leur explique que avant de dire quelque chose, déjà, tu sens que ça commence à vibrer sous ton pied. Et ça vibre sur ton pied, ça monte, ça passe dans ta colonne vertébrale et à la limite, tu n'aurais même pas besoin de le dire parce que c'est tellement fort dans ta présence. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la présence scénique, de sentir que on a un poids, on est relié à la terre et au ciel, quoi. Voilà, c'est un peu ça, le dinosaure. Et quelle forme il prend du coup ce travail autour de la colonne vertébrale? Est-ce que ça va être un travail plutôt de danser, de venir chercher du relâchement, de travail sur, comment dire, sur le fait d'étirer sa colonne? Comment est-ce que concrètement ça se passe? Eh ben, il y a un peu tout ça. Il y a l'étirement de la colonne vertébrale pour libérer un peu toutes les petites, les petits blocages qu'il peut y avoir pour pouvoir être bien appuyé dans le sol et cet appui permet d'exploser dans l'espace. Donc, si on parle de la voix, par exemple, il faut vraiment sentir qu'on est bien ancré dans ses pieds, dans ses jambes, dans son bassin pour pouvoir complètement libérer la colonne vertébrale et tout le flux respiratoire et vocal pour euh, chanter, crier, parler. Voilà, donc il y a ce rapport entre la flexibilité, la légèreté et le poids. Il y a toujours cette espèce de, de- c'est pas une ambiguïté, c'est ça se Ouais, ça se contrebalance, complète. quoi. Comme il y a le blanc, le noir, la femme, l'homme, yin yang. Et donc justement, dans la difficulté dans le travail, c'est d'être bien dans ses jambes, bien dans son bassin, mais en même temps d'être complètement libéré dans la colonne. Alors en général, on a tendance à être bien dans ses jambes et on est complètement bloqué dans sa colonne et dans ses bras et sa main. Ou on est complètement léger dans sa colonne, mais alors les pieds, les jambes, ça Mm. ça part en sucette. Donc je cherche à faire comprendre, à faire sentir surtout ce rapport binaire, euh, logique et universel. Enfin, je parle par exemple de l'arbre. L'arbre, il a d'énormes racines qu'on voit pas. Et puis à la fin, whop, il y a un fruit, il y a une fleur. Donc notre travail, c'est pas de faire une fleur ou un fruit en plastique, mais de faire vraiment une fleur. Donc pour ça, elle doit prendre toute son énergie dans la terre, dans la sève pour voilà. Comment est-ce que vous définiriez la primordialité? Quelle définition vous en donneriez? Waouh. Euh, je sais qu'il y a des gens qu'on rencontre, on dit ah bah lui, il est là, il est vrai. Cette personne est vraie. D'autres, on sent que c'est faux. C'est son rire là, son discours est un peu faux. Il est pas ancré. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire ancré, mais il est pas là. Il est pas vrai quoi. Mm. Donc peut-être ça quoi. Mm. Une forme d'alignement du coup entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, là où on est. On pourrait Voilà, dire ça. voilà exactement. Et concrètement, du coup, dans vos créations, j'imagine que vous utilisez assez peu de décors, assez peu d'accessoires. On est sur une forme de théâtre pauvre, un peu à la Clint Euh, Eastwood. C'est ouais, quelque chose qui vous tout parle? à fait. Dans mes spectacles, bah, il y en a un, Six cendres, où je travaillais avec un tissu de combien de 50 mètres carrés. Et là, je faisais toute une évolution sous ce tissu, et de ce tissu sortait un personnage, et de ce personnage sortait un autre personnage. Donc, je me déshabillais, disons, en scène. J'étais sous un tissu de 50 mètres carrés, et puis dessous, j'étais sous un costume, un smoking, et sous ce costume, il y avait une combinaison de lycra qui me prenait complètement le corps, et petit à petit, jusqu'à la fin, je me retrouvais en slip mini, là, en cache-sec, je sais pas comment on appelle ça, là. Perizoma, on appelle ça en italien.
Et donc là, le dernier spectacle que j'ai fait à partir d'un texte d'un Amérindien, le chef Seattle, c'est une idée que j'avais depuis les années 80 quelque chose, hein, c'est pas... Et je me suis aperçu, là, on est en plein dans la mode parce que il dit des choses qui sont d'une actualité incroyable. Et donc là, je fais un peu le contraire. Je pars de rien et petit à petit, je m'habille, je me déshabille, je m'habille, je me déshabille, quoi. Quand vous commencez à construire un spectacle, du coup, ça peut prendre différentes formes. C'est pas forcément le texte qui va venir d'abord nourrir le spectacle. Non, Vous non. pouvez partir. Le point de départ, ça peut être différentes choses. Ah, ça, oui, c'est même presque. Non, c'est pas un problème, mais je mets très long. Par exemple, le dernier spectacle, je sais pas, je l'ai pas répété tous les jours, bien entendu, mais sur le temps, j'ai mis 10 ou 15 ans pour le préparer, celui-là. Parce que ça, c'est un truc qui se nourrit, qui vient, et que, par exemple, moi, je pourrais être, enfin, avec deux personnes, ça va, mais je peux pas être un bon metteur en scène parce que je peux pas écrire, je peux pas visualiser les choses, je fais. Donc quand je construis un spectacle, j'ai une intuition et je fais. Alors comme je filme tout le temps ce que je fais, je vois ce que j'ai fait et je dis ah bah tiens c'est intéressant, hop, je vais reprendre ça et je reprends ça et puis il se développe des trucs. Et à un moment de dire ah bah voilà. Puis après ben non il y a ça ben je sais pas pourquoi bah, j'ai envie de faire ça où il y a des sons qui m'intéressent. Je travaille beaucoup avec des sons plutôt que de la musique. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe quand je mets ce son. Bon, je fais un son, et puis je travaille dessus. Puis après, comme j'ai filmé, je retravaille le son sur ce que j'ai fait, et puis je fais quelque chose là-dessus. Enfin, c'est un va-et-vient avec le son, par exemple. Donc je fais beaucoup des choses, et un peu c'est ce que j'enseigne, peut-être malgré moi, je travaille beaucoup sur la sensation, l'instinctivité. Je fais ça, il faut pas me demander pourquoi, mais je le fais. Et à la fin, bah, il y a tout un cheminement qui raconte quelque chose. Mais il raconte quelque chose qui n'est pas venu de ma tête, c'est venu de beau, de quelque part, quoi, on va dire ça. Donc, est-ce que ce serait juste de dire qu'un spectacle, c'est un peu comme un amas de plein de petits travaux, de plein de petites recherches que vous avez menées et qui va constituer un tout au bout d'un moment? Oui, moi je le conçois comme ça. Je le conçois comme ça. Parce que c'est beaucoup plus, enfin bon, parce que ça correspond à moi, mais c'est beaucoup plus organique. C'est pas un truc qu'on a pensé comme ça, ou des fois, bon, d'accord, on pense un truc, et puis en faisant, ça se détruit complètement, ça passe à autre chose. Donc là, ok, c'est intéressant. Mais de fixer des choses, c'est un peu. Mais c'est ma façon de d'être, hein. Par exemple, bon, si ça a à voir. Par exemple, moi, j'ai toujours vécu quand j'arrivais dans un lieu, dans un appartement ou quelque chose comme ça, j'ai commencé à rien faire, à vivre dedans. Puis au bout d'un moment, je m'aperçois que toutes les casseroles, elles sont là. Ça veut dire qu'il faut mettre une étagère. Voilà. Hein, je fais pas bon, on va mettre une étagère, on va mettre le lit, on va mettre cela. Je vis dedans et petit à petit, petit à petit, là, ça se construit. Ça se construit. Et comme ça, je passe pas par ah merde, j'avais pensé l'étagère ici, mais en fait, non, c'est là. Non, non, l'étagère, elle est venue de soi-même, quoi. Voilà. Donc, j'ai un peu tendance à être comme ça et à travailler, évidemment, comme ça, quoi. Est-ce que Voilà. ça ne demande pas une discipline plus grande de travailler tout seul? Comment est-ce que ça se construit au quotidien? Est-ce que vous avez des temps dédiés à la création ou du coup vous allez explorer le plateau et du coup filmer ça? Comment est-ce que ça se met en place dans votre vie de tous les jours? C'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup plus pouvoir travailler avec des metteurs en scène, avec des compagnies. Enfin, si, j'ai travaillé avec Jérôme Savary, j'ai travaillé en Italie avec des grandes compagnies où j'ai fait le chorégraphe aussi. Mais tout seul, oui. Enfin, là, je suis dans une période où j'aurais envie plus de collaborer, de travailler avec d'autres gens parce que au bout d'un moment, c'est important dans une carrière d'acteur, de danseur, enfin, appelez-le comme vous voulez, parce que là, quand on est tout seul, on se retrouve confronté avec nous-mêmes. On peut pas dire oui, non, mais c'est l'autre, c'est non. Là, on a ça devant le nez et bon, c'est voilà. Donc ça, c'est important comme expérience, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas facile parce que quand on se retrouve là tout seul, excusez-moi l'expression, mais comme un couillon sur une scène, à dire bon bah alors vas-y. Bon, ça demande des. Alors, heureusement, j'ai toujours la caméra qui est là avec moi pour,
pour me renvoyer ce que j'ai fait un peu. Et puis, alors bon, c'est très dur aussi parce que bon, vous devez le savoir, quand on se regarde soi-même, on est très très critique, hein, on se démolit tranquillement. Alors il faut dire bon, ouais, mais bon, on se repose un peu, on laisse tomber, enfin on laisse pas tomber, mais on laisse de côté. Et puis un autre jour, ah, ça y est, on y va, voilà. Donc c'est pas facile, c'est sûr. Et est-ce que ça change pas aussi du coup le rapport au public? Parce que quand on est dans une création à plusieurs, il y a toujours un regard extérieur, que ce soit le regard du metteur en scène, le regard Oui, des autres oui, oui. comédiens. On est toujours en proie à la réaction de l'autre. Quand on travaille seul avec une caméra, en fait, cette réaction de l'autre, elle est mise à distance. Donc en fait, Oui. quand vous jouez devant un vrai public, est-ce que ça change pas complètement le rapport? Est-ce que vous n'avez pas une espèce d'appréhension qui est plus grande? Non, 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 j'ai pas d'appréhension. Non, non. Bah, peut-être de le fait de travailler tout seul, ça m'a permis de me laisser aller, de pas être regardé seulement par moi, mais déjà c'est une grosse critique, c'est mortel. Et après, non, non, au contraire, quand je me retrouve avec le public, je suis très content parce que là, je sens qu'il y a un retour. La caméra me renvoie rien. Alors que là, il y a, bon, enfin, c'est une vieille histoire, mais on sait que Grotowski le disait aussi, que le théâtre, c'est deux composants, c'est l'acteur et le public. On peut enlever tout le reste, ce qu'il a fait par exemple, Grotowski, hein, on peut enlever tous les décors, les machins, hein, on met justement une bougie parce qu'il faut qu'on nous voie, mais hein, donc on peut, mais si on enlève un des composants, il n'y a plus de théâtre, c'est fini, quoi. Si on enlève ou l'acteur ou le public, il n'y a plus rien. Donc, je sens que quand je suis sur scène avec un public, ça me charge. Et puis, je sens, enfin, bon, tout le monde qui fait le théâtre le sait, enfin, on sent que, waouh, il y a quelque chose qui répond en face, quoi. Voilà. J'imagine que vous êtes familier, ou en tout cas que vous en avez entendu parler du contrat social de Rousseau. Il y a cette théorie chez Rousseau d'un état de nature duquel l'homme aurait tenté de s'échapper en créant la culture, la civilisation. La culture apparaît pour sauver l'homme d'un état primitif, d'un état de nature dans lequel ce serait la guerre de tous contre tous. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, évidemment, c'est pas ce que je pense, mais est-ce que dans cette recherche de l'instinctivité aussi, de la primitivité de l'homme, il n'y a pas une forme de retour, entre guillemets, mais de retour un petit peu fantasmé à un état de nature? Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est plus, comme je vous disais, dans, dans la façon d'être vrai, dans un rapport fondamental. Et c'est ce rapport d'être vrai qui permet de voyager. C'est parce que je suis relié, parce que je suis vraiment relié à, on va dire, à la Terre, que je peux commencer à voler. C'est parce que je suis relié, que j'ai mon centre, que je peux partir du centre. Par exemple, j'ai travaillé il y a très longtemps à Bologne avec des schizophrènes et le docteur qui suivait un peu me disait, ben, on voit que le fait de, parce que je travaille beaucoup sur le rythme, le fait que là, eux, ils sont, avec le battement cardiaque, par exemple, avec le rythme primordial, parce que dans le cerveau, ils sont complètement éclatés, mais il y a un bop bop qui relie tout le monde. Et à partir de ce bobo, peut-être qu'on peut construire. Donc nous, c'est important d'avoir un centre pour pouvoir complètement éclater mais pas finir dans un asile d'aliénés, quoi. Donc c'est un peu dans ce sens le primitif pour arriver à avoir son centre et justement de pouvoir, dans le travail artistique, d'exploser, de partir dans des voyages incroyables mais quand même, on est relié. On n'est pas complètement dans notre univers fantasmagorique qui, dans ces cas-là, à mon avis, n'a plus de lien avec, avec un public. On peut sentir que le public, il sent d'où ça vient, quoi. On lui parle. Est-ce que la dimension énergétique ou spirituelle du travail artistique vous intéresse? Vous qui parliez tout à l'heure des légendes amérindiennes, des mythes amérindiens, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit aussi, qui vient construire une partie de votre travail? Oui, certainement. Certainement, mais je sais pas.
comment dire, peut-être, mais je ne sais pas, je veux pas me permettre, mais peut-être que ça, je l'ai en moi. Donc, enfin, avec tout le respect, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, maintenant, qui vont dans la forêt, ils embrassent les arbres pour se relier à la nature, etc., etc. Moi, quand je suis, parce que je possède dans la Drôme une forêt que j'ai gardée de mon père qui était chasseur, moi je suis pas chasseur. Ils sont tranquilles, les sangliers. Et je suis dans la forêt, je suis chez moi. Enfin, peut-être parce que petit, j'ai vécu beaucoup, donc j'ai pas besoin de. Ou il y a très longtemps, par un nom d'exemple, j'ai fait un stage, j'ai donné un stage en Sardaigne sur une île. Donc pour y aller, c'était très compliqué. Quand on était là, j'ai fait travailler les gens dans la montagne, où je leur disais prends l'espace. Mais prends l'espace, il y avait deux collines énormes, il fallait partir dans tout. Et on travaillait aussi sur le rythme et on était pieds nus. Et les gens disaient, mais c'est incroyable, mais je touche la terre avec mes pieds. Et moi, j'étais là, j'étais un peu décalé parce que je dis, bah oui, évidemment. Donc il y a un peu ce- je pense que oui. Donc bon, j'étais en Haïti, j'étais dans les vaudous, tout ça, donc j'ai vu des choses incroyables, des choses avec les divinités, tout ça. Donc ça, ou les Amérindiens aussi qui avaient tout leur. Mais je sais pas, peut-être en respect aussi avec ces gens-là que j'ai connus. J'ai pas envie de jouer au chaman ou à ces choses-là, quoi. J'ai pas envie de du tout. Alors peut-être dans ce que je fais et dans que je suis en, en relation avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux, mais voilà, je suis là. Il y a des grandes chances que je suis en relation, mais j'en rajoute pas, on va dire. Ouais, ouais. Alors, autre chose qu'on peut voir sur votre site, vous le mettez en avant sur la première page, c'est une citation de Kandinsky, La forme sans contenu n'est pas un gant, mais une main vide. Est-ce Oui, que ça ne devrait pas être une évidence pour ben tout oui, créateur? c'est une évidence, mais des fois on voit beaucoup de choses, on dit bah là il y a pas une main, il y a un grand vide. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça repart de ce qu'on disait, Mm, d'être vrai, je suis bon. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé au vaudou parce que les gens quand ils sont possédés, quand ils sont une araignée, ils sont une araignée. Et c'est tout juste s'il n'y a pas des poils qui poussent sur la peau, ils sont. ouais, Alors nous, on n'arrive pas jusque-là parce qu'on perd pas conscience, évidemment. Mais c'est dans ce sens-là d'être une main, d'être pas un gant vide, d'être, comme je le disais tout à l'heure, d'être si on est une fleur, on est une fleur, on n'est pas une fleur en papier. mm. Voilà, c'est dans ce sens-là, cette phrase me plaît beaucoup. Du coup, vous êtes, j'imagine aussi, beaucoup en décalage par rapport au théâtre contemporain, hein. Je ne sais pas si c'est une manière aussi, si cette citation est une manière aussi de critiquer une forme de théâtre dans laquelle on se prétend subversif et puis qui en fait n'est qu'une une espèce de recherche d'un ego Oui, surdimensionné. oui, il y a beaucoup d'ego des fois dans le théâtre, mais enfin, je veux dire, bon, avec Peter Brook, je me retrouve très bien, avec Pina Bausch, je me trouve très bien aussi. Hein, donc, ça ne veut pas dire que le théâtre, non, pas du tout. Justement, le théâtre a eu une très très belle évolution. Il y a la danse aussi. De plus en plus, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas quand on voit Pina Bausch ou les choses de Peter Brook. Là, moi, je tire mon chapeau, même s'il y a que du texte. Là, waouh, mais ça me touche, ça me raconte quelque chose. C'est pas des mots comme ça qui me racontent rien, quoi. Parce ils viennent de quelque part, quoi. Moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse, c'est l'accueil du public sur une création, parce que justement, donc, notamment en lien avec le théâtre contemporain et la manière dont il est perçu, mais pas que, il y a quand même cette idée que le théâtre aujourd'hui est très éloigné des publics, très éloigné de la réalité, et du coup, Ouais. pas très accessible. Et, au-delà de cette notion de théâtre physique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du théâtre accessible. Mm. Comment est-ce que vous, vos créations, elles ont été perçues par le public? Est-ce que alors,
alors c'est toujours difficile hein, de porter un regard sur son propre travail, mais est-ce que vous, avec le recul, vous avez réussi à jouer vos spectacles devant des publics qui étaient éloignés de pratiques artistiques, de pratiques culturelles, et est-ce que du coup, ça les a davantage touchés que d'autres spectacles ou pas? Quels ont été les retours que vous avez pu avoir du public sur vos différents spectacles? Ben justement, j'ai eu des retours dans cette forme-là. Donc j'ai eu un retour aussi, mais là c'est sur mon site, sur un endroit, c'est le cahier, comment ça s'appelle, je sais plus, où c'est un professeur de philosophie qui m'a écrit un truc de 3 pages là. Oh là là, oh, j'ai dit oh là là, c'est moi ça, impressionné. Et par exemple aussi, c'est arrivé quand même plusieurs fois où par exemple une fille, bon, peut-être qui me connaissait, je sais pas, est venue voir le spectacle avec son copain. Et son copain, il est venu parce que bon, je l'accompagne, mais bon, la danse, moi, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Et après, ce compagnon disait, ah bah alors, moi, je ne savais pas que ça pouvait être ça. Ah, si c'est ça la danse, alors là, ça me plaît. Ah, j'ai tout compris, ça m'a parlé, ça m'a. Donc c'est ça qui me touche. Par exemple, là, dans la Drôme, où de temps en temps je vais, j'ai fait des spectacles là et c'était intéressant parce que dans le public, il y avait le paysan du coin, le pharmacien, des danseurs, des acteurs, des acrobates, mais et tous ces gens se sont retrouvés enfin c'est un peu péjoratif, dit l'agriculteur, on va dire du coin là, ça lui a plu, ça lui a plu, ça lui a raconté que lui, il s'est pas du tout emmerdé quoi. Donc ça me plaît beaucoup. Ou des fois aussi euh, de la part de d'artistes sur mon dernier spectacle, ils me disent ouais c'est bien, mais là tu vois c'est un peu répétitif parce qu'après tu racontes la même chose mais en langage des signes avec ta voix, mais bon c'est toi enfin au niveau de l'art, enfin c'est un peu répétitif tout ça. Mais par contre les gens que j'appelle normaux, à chaque fois ils me disent ah ça c'est super. Parce que là, maintenant, t'as mis le texte sur le langage des signes. Donc là, on a compris des trucs qu'on avait intuit avant. Hmm. Et donc, j'ai tendance à dire, cette partie, je la laisse. Je l'enlève surtout pas, quoi. Parce que ça parle aux gens, entre guillemets, normaux, quoi. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs. En fait, c'est comme si du coup, dans vos spectacles, vous mettiez plusieurs niveaux de lecture et que du coup, on peut choper les choses à différents niveaux en fonction de là où on se situe. Et c'est ça qui du coup peut créer le côté accessible, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, c'est intéressant qu'un enfant, ça lui a plu, un philosophe, ça lui a plu, qu'un contadin, je parle en italien maintenant, un, un Agriculteur? paysan, enfin, je trouve pas de mots, des fois c'est péjoratif, que tous ces gens se retrouvent là. Donc c'est ça qui m'importe énormément parce que je me sens très très proche de ces gens. Oui. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais quelle place tient la voix dans vos créations? Parce que du coup, vous partez du corps, mais du coup, il y a quand même du texte. À quel moment il arrive? Est-ce que c'est du coup pour dire quelque chose que le corps ne peut pas dire à un moment? Comment ça se passe? Bah, dans mon enseignement, j'utilise la voix, mais là, dans mon dernier spectacle, j'utilise la voix. Enfin, j'ai ma voix qui dit le texte, mais en voix off, parce que c'est le discours de ce grand chef et c'est plus intéressant d'avoir cette voix qui parle là-haut. Mais à la fin, comme j'utilise le langage des signes, sur lequel je bouge, hein, je fais diverses choses, je trouvais que c'était intéressant à la fin de faire un espèce de compte-rendu de tout le texte, parce que je suis pas assez fort en langage des signes amérindien pour faire ça. Je fais un compte-rendu de tous les discours qu'il y a eu de ce grand chef durant tout le spectacle, hein, c'est parce que c'est par bloc. Donc je fais les signes, mais je mets le texte dessus, je mets la voix dessus. Alors donc dans ces cas-là, là, je suis devant le public, là, je suis au bord de la scène et, euh, et je parle je fais le signe, et je fais grand, chef, blanc, vouloir. euh, et donc ça a aussi
ça a une force, ça a une force parce qu'il y a des choses qui sont très très belles. Euh, c'est des choses qui sont très très belles. Par exemple, il dit comme ça avec ce geste-là, il dit le sang des arbres transporte la mémoire de l'homme rouge. Voilà, la mémoire. Enfin, il y a des choses qui sont très 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 belles comme ça. Et donc là, je trouve que c'est important de les dire. Et donc, tout ça pour dire que oui, je parle. Et quand je suis en Italie, je parle en italien. Ah ouais, ok. Et c'est très intéressant aussi parce qu'il y a, je me sens presque mieux en italien d'ailleurs, parce que la terra, il grande capo, mais wow, il y a une énergie qui pousse. Quand en français, bon, j'ai pas fait de l'addiction, j'ai pas fait du théâtre comme ça, mais le grand, grande, là tout de suite, euh, enfin tout ça pour dire que j'utilise la parole, oui. Ouais. Ouais. C'est intéressant, mais du coup, juste pour conclure là-dessus, peut-être, est-ce que c'est lié vraiment à l'énergie ou est-ce que c'est plus la musicalité de la langue? Parce qu'en fait, l'italien est une langue qui est accentuée, Ouais, comme beaucoup de langues latines, alors que le français, on a tendance, enfin, on accentue uniquement la dernière syllabe oui, dans la plupart des oui, mots. oui. Est-ce que c'est pas ça qui crée aussi cette notion d'énergie dont vous parlez? Certainement, oui, certainement, certainement, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler des. Si, j'ai fait des. J'ai un metteur en scène napolitain qui m'a fait des mises en scène où là j'avais un texte. Et lui justement, il travaille beaucoup sur la musicalité, sur la musique, sur la musique, musicalité du texte de la langue, quoi. Mais certainement pour moi, oui, c'est l'énergie. Ok. Alors, vous enseignez aussi. Quelle place tient la voix, cette fois-ci, dans votre enseignement, quand vous travaillez notamment avec des jeunes comédiens qui débutent? Est-ce que vous les faites parler tout de suite? Est-ce que vous allez travailler d'abord uniquement sur le corps? Quels sont les conseils que vous leur donnez pour développer déjà leur physicalité et ensuite leur oralité? Ah ben je travaille complètement sur le corps, d'abord sur le pied, la jambe, le bassin, bon, pour avoir cette base, la colonne vertébrale, et puis petit à petit ça ça développe vers la respiration, enfin c'est à l'intérieur d'ailleurs, la respiration, sur le saut, sur le diaphragme, sur le tout ça mais à travers des choses ludiques, sur le rire, le rire collectif, sur l'explosion de la voix, ces choses-là. Et petit à petit, on arrive à un langage, par exemple, pour relâcher, enfin, je vous donne des exemples, hein, moi, je suis plus fort pour les exemples pour les discours. Par exemple, pour relâcher le cou et la mâchoire, je fais travailler beaucoup sur b. Et petit à petit, les gens, ils parlent entre eux. Ah, bi, ah, bi, bi, Donc, il y a tout un dialogue. C'est marrant, mais en même temps, ça complètement relâche cette partie et puis après, on arrive au diaphragme avec le rire, avec tout ça. Et petit à petit, on arrive aux onomatopées. Et petit à petit, on arrive au grommelot, enfin au langage imaginaire. Et voilà. Mais malheureusement, je ne fais pas de stage assez long. Et là, on arriverait à la parole. Enfin, si pendant un moment, j'ai fait des stages à Avdas avec un ami, Benoît Héberge. Et là, on travaillait, bon, là, c'était 8 heures par jour pendant 4 mois, pardon, 4 semaines. Donc là, on allait vraiment jusqu'à la parole. Mais la parole, elle était tout le temps mise à l'intérieur du corps. Et on y mettait le grommelot, le langage imaginaire pour ça. Parce que pas à partir du moment où il y a une parole de notre langue, hop, ça passe tout de suite dans une image, dans un truc. Alors justement, on cherchait à dire, bon, il était une fois un petit oiseau. Voilà, à chaque fois, boum, on rebalançait le tout dans la colonne vertébrale, dans le ressenti, dans le grommelot, pour repartir sur le texte, pour arriver comme ça vraiment à travers le corps et essayer de pas faire passer dans la tête et avoir tout de suite une interprétation, quoi. Mm. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de vrai, sur laquelle je vous rejoins complètement. Oui, On n'a pas évoqué la question de l'esthétique. Est-ce que, il y a dans votre travail une recherche du beau, ou est-ce que le fait d'être dans le vrai, c'est forcément beau? et je pense ça. Je pense ça.
Tu vois, je vous donne l'exemple, par exemple, quand j'étais en Sardaigne, là, j'ai travaillé les gens sur le ressac de la plage. Il y a un très grand ressac. Et les gens étaient allongés là. Et quand arrivait l'écume, là, comme ça, qui passait sur le corps et qui repartait, le travail, c'était de faire que, hop, on sent que oh, ça nous pousse notre bras, nos épaules, notre bassin, hop, comme ça. Et après, quand ça revient, hop, ça nous envoie, ça nous retourne comme ça. Et à peine il y avait un mouvement qui était surfait, ça se voyait, mais comme gigantesquement. Parce que là, on était dans la nature et dans un rapport complètement harmonique. Et c'était magnifique quand les gens arrivaient à faire ça. À peine, il y avait une toute petite, imperceptible initiative. Ah, que c'est pas beau. Parce que là, on était dans un contexte complètement naturel et esthétique. Esthétique. Donc, en effet, l'esthétisme, je la vois comme ça, dans une organicité, une logique de mouvement, une logique oui, d'être. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez apprise récemment, quelque chose que vous avez compris de la vie, de la société, des humains en général? Je parlerai je reviens toujours à cette parole iroquois là qui dit écoute, sinon ta langue te rendra sourd. Parce que dans l'écoute, c'est là qu'on observe, qu'on écoute l'autre. Dans dans le dialogue, par exemple. On parle, on dit quelque chose, mais on écoute l'autre. On n'est pas en train de penser à ce qu'on va répondre, comme souvent c'est. On écoute, on reçoit ce que dit l'autre. Et puis là, on a le temps de dire bah, peut-être qu'il a raison. Pas de se bloquer sur le temps. Dans l'improvisation, par exemple, on retrouve beaucoup ça. On a tendance à agir, agir, agir. Non, on a une initiative et on voit qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a un peu tendance à manipuler l'autre, à continuer son idée. Dans ces- Donc dans ce... Oui, j'appelle ça l'écoute. Et puis, euh, je pense beaucoup à la générosité, à la gentillesse. Je pense que en plus dans notre métier, c'est fondamental d'avoir une grande générosité, de donner, d'offrir, de pas le, le narcissisme ne devrait pas avoir de place. On est transparent, on véhicule quelque chose. Gilles, il n'est pas important, on s'en fout de Gilles, c'est autre chose qui se qui se qui se transmet. Donc oui, je parlerai de oui, de ça, d'écouter et de d'être généreux, de recevoir, pour pouvoir donner. Sans Pour ça, par exemple, les Amérindiens me parlent. Enfin, je parle ceux de, je sais pas maintenant, mais d'il y a quelques siècles. Par exemple, ces gens, quand ils revenaient même d'une bataille, hein, vous avez fait des trucs, quand ils donnaient des cadeaux, le plus petit cadeau, le plus petit, mais inintéressant, ça devait être pour eux. Toutes les choses, c'est pour eux, pour les autres. Alors que nous, on n'a pas cette tendance-là. On a tendance, on va en vacances, on ramène plein de souvenirs, et il y a un beau truc qu'on a acheté, bon, ça, on va se le garder. Et non, c'est le contraire, d'arriver à euh, donner, offrir. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a des grandes leçons de ces peuples primordiaux qui existent encore, peut-être en Amazonie, etc. Hein. C'est pas, je suis pas bloqué sur les Amérindiens, mais voilà, bon, oui, peut-être que c'est ça qui est très très important, cette générosité, oui. Ce sera Écoute, le mot de la fin. Merci beaucoup, donc, Gilles. C'était un plaisir de discuter avec vous. ben moi aussi. À bientôt. Mais, à bientôt, merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.